Mes amis, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo et nouveau top avec un top 3 des actions value que moi je mettrais dans mon PEA si j'avais encore un PEA actif, ce qui n'est pas vraiment le cas. Mais voilà, j'ai beaucoup parlé des actions US dernièrement parce que mon portefeuille est en actions US principalement à 90%. Mais ici, je voulais me concentrer justement sur trois valeurs que j'aurais à minima dans ma watchlist. Voilà, c'est pas un deep dive aujourd'hui qu'on va faire. Je vais pas vous présenter en détail chaque action, chaque entreprise. Mais voilà, je vais vous donner les noms, quelques pistes, pourquoi moi je les mettrais dans ma watchlist et pourquoi je les regarderai de près parce qu'ils me paraissent pas forcément très chers et avoir un potentiel assez important. Donc, on commence avec le premier nom que je vais vous présenter ici et qui est OB. OB, on est sur du consulting digital. Bon, ça veut un peu tout et rien dire, mais en gros, c'est tout ce qui est service IT pour les entreprises. Donc, ça va être cybersécurité, infrastructure cloud, etc. Donc, évidemment, positionné pour profiter de l'IA sur l'Europe, parce qu'ils sont présents dans 7 pays d'Europe, France, Italie, Espagne, Belgique, Portugal, Luxembourg et Angleterre. Ils ont une centaine de clients majeurs et ça s'étale sur banque, finance, télécom et santé. Donc assez diversifié. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils vont avoir deux types de revenus. C'est avec le revenu consulting. Donc voilà, ils arrivent, on les paie un certain montant pour mettre en place des choses. Et ensuite, il y a tout ce qui est maintenance, entre guillemets, et support. Donc qui là vont être des revenus récurrents. Donc ça, c'est beaucoup plus intéressant parce que plus ils vont avoir de clients et plus ils vont avoir de revenus récurrents justement, puisqu'ils vont avoir ces clients en stock qui continuent d'avoir des demandes de maintenance, etc. Peut-être d'updates, voilà, d'amélioration, de mise à jour. Donc c'est plutôt pas mal comme business. Ensuite, on est sur un CAGR de 9,8%. Donc CAGR, c'est le retour sur investissement en comptant tout sur les 5 dernières années, annualisé. Donc c'est 9,8% par an sur les 5 dernières années, donc ce qui est pas mal du tout. Et puis on a des résultats et des finances qui sont solides, voire même très solides. On va le voir ici. Donc toutes les données sont pas forcément correctes parce que là on passe d'USD à euro, mais voilà, je vais simplement vous montrer celles qui sont correctes. On a déjà beaucoup de cash. Première chose, on a 133 millions de dollars, donc là c'est en dollars de cash, pour une market cap de 648 millions de dollars. Donc on a 20% de la market cap en cash, ce qui est toujours agréable. On a un petit coussin plutôt sympa. On a 3% de dividend yield, plutôt pas mal. 40% de payout ratio, donc ils peuvent payer les dividendes sans souci. Et si on regarde le prix sur l'année, c'est pas top. Ils sont à moins 5%. Sur un an, on fait un petit plus 10 et sur 5 ans, on est à plus 27-28%. Donc à ça, il faut évidemment rajouter les 3% de yield du dividende. Mais voilà, sur les 5 dernières années, comme j'ai dit, ça fait un peu moins de 10%, ce qui est quand même pas mal. Les revenus sont en croissance, les free cash flow sont en croissance, earning per share en croissance. Et comme vous voyez, hein, ils accumulent beaucoup de cash. Donc année après année, ils accumulent du cash. Ils ont pas ou très peu de dettes. Le dividende est en constante augmentation. Ils rachètent aussi un petit peu leurs actions. Donc on voit que ça tombe année après année. Et ce qui est très intéressant ici, c'est le return on capital employed, donc le retour sur le capital employé qui est de 15,5%, ce qui est plutôt pas mal, même si on est sur de la tech, on est en Europe. En Europe, plus de 15%, c'est plutôt sympa. Le petit danger, c'est que ça baisse, c'est en baisse, donc la dynamique est pas forcément terrible, mais au-dessus de 15%, ça reste quand même plutôt intéressant. En termes de valuation, on est à 14, voilà, entre 14 et 15, ce qui est, on va dire, un prix tout à fait correct. Faut remettre dans le contexte, c'est de la tech, mais c'est en Europe. Donc on n'est pas sur des pays à 30 ou 40 comme aux États-Unis. Faut savoir que piller entre 15 et 20 déjà en Europe, c'est déjà pas mal. Mais moi, je trouve que c'est pas extrêmement cher, surtout que on a tous ces développements IA, cloud, etc., que l'Europe est toujours en retard. Donc quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, on se dit que peut-être on va avoir un petit rattrapage sur l'Europe. En tout cas, moi, ce serait l'idée. Une fois de plus, on ne fait pas une analyse détaillée ici, mais je vous donne un peu les pistes et ce que moi je mettrais dans ma watchlist. Le deuxième nom ici, ça va être LDC. Donc là, rien à voir. Rien à voir. On est sur du poulet là. On est
sur du poulet. Ils produisent, ils transforment et ils vendent de la volaille, tout simplement. Voilà, donc la business model ultra simple, très facile à comprendre. Pour moi, c'est le value play d'excellence en Europe. Je pense que là, sur les trois, c'est pour moi le top. Si vous voulez jouer 100% value, c'est pour moi l'un des meilleurs titres à avoir dans son PEA. On a un CAGR de 14% sur les 5 dernières années, ce qui bat le marché en Europe, je pense, assez largement. On a surtout une entreprise contrôlée à 70% par les trois familles fondatrices et on a une très bonne gestion. On va le voir dans les finances. C'est vraiment très propre. Ils gèrent ça voilà, comme une entreprise familiale, sauf qu'on est quand même sur une entreprise, vous allez le voir, qui n'est pas si petite que ça. Et surtout avec des grands noms de marques que vous connaissez tous, en France du moins, qui sont très populaires. Et on a une consommation de volaille en forte augmentation en France. Et oui, plus 5,4% en 2024. Donc on a un marché en croissance, une entreprise qui est bien dirigée et 70% des titres qui sont détenus par les familles fondatrices. Donc vous êtes sûr qu'ils vont bien gérer l'entreprise. En tout cas, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent, puisque tout leur patrimoine, c'est l'entreprise. Donc ça, c'est les entreprises value qu'on adore. Et ça se représente aussi sur les finances parce que beaucoup de cash, une nouvelle fois, 230 millions de dollars de cash, market cap de 3,5 milliards ici. On a un profit margin, donc les marges qui sont relativement faibles, hein, on est sous les 5%, mais ce qui est logique. Je vous rappelle qu'ici on vend du poulet, hein, on ne vend pas des logiciels. Les revenus qui sont en constante augmentation. Les free cash flow, là vous le voyez, ils sont pas en constante augmentation, mais tout simplement parce qu'ils sont assez agressifs dans leur développement, dans leur croissance. Ils rachètent beaucoup de concurrents. Et dernièrement, je crois qu'ils ont racheté en Roumanie et dans un autre pays ici. Je crois que c'est dans les pays de l'Est. Donc ils s'étendent beaucoup sur les pays de l'Est. Ils rachètent beaucoup de concurrents. Donc les free cash flow, il ne faut pas trop les regarder. Vous allez voir qu'en plus, ils sont aussi assez généreux pour ce qui est des retours en capital pour les shareholders. Vous voyez qu'ils rachètent leurs actions, ils versent des dividendes qui sont quasi constante augmentation. Il y a juste eu 2021 une petite baisse. Et très très intéressant ici, c'est le ROIC, une nouvelle fois un retour sur capital employé qui est à 13,15%. Ça, c'est une des métriques clés pour moi que je regarde quand on est sur de la value. Au-delà je dirais 12%, en tout cas en Europe, même au-delà de 10%, c'est déjà pas mal. Et là, pour le secteur, hein, on vend de la volaille. Avoir 13% des ROIC, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Et donc, je vous disais que c'est des marques populaires que tout le monde connaît. C'est Le Gaulois, Maître Coq, Loué, Marie, etc. etc. Il y en a plein d'autres, hein, mais ici, c'est les plus grandes qui sont citées. Donc, tout le monde les connaît, mais c'est vrai qu'on connaît peut-être pas forcément l'entreprise qui y a derrière, et donc qui est LDC. On est sur une valuation, je ne l'ai pas mentionné encore, mais qui est à 12, voilà, entre 12 et 13, 12 et demi. C'est pas extrêmement cher. Même pour le marché européen, c'est pas déconnant parce qu'on est sur un marché en croissance et on est sur une entreprise très bien gérée. Et on passe sur le dernier titre à mettre dans son PEA ou du moins dans sa watchlist pour le PEA, c'est Atos. Et ici, on est sur une nouvelle fois plutôt tech, logiciel, RH, opérationnel, 15 000 clients dans 50 pays. Entre autres, on a Decathlon, Lufthansa, donc on a vraiment des grosses entreprises. C'est bien diversifié, 15 000 clients surtout, donc c'est bien étalé, bien diversifié. Donc s'ils perdent voilà, 10, 15, 20 clients, c'est pas dramatique. Ce qu'on n'a pas vraiment sur eBay, puisqu'on a vraiment une centaine de clients majeurs, donc c'est assez concentré. Ici, c'est beaucoup moins concentré, donc c'est un peu plus safe, entre guillemets. CAGR de 22,5%, donc là, c'est vraiment énorme sur les 5 dernières années. Alors vous allez me dire, là, c'est growth, c'est de la croissance, c'est pas value. Et ben moi, je veux dire, c'est un hybride entre les deux. On est entre la value et le growth, et c'est pour ça que moi, si j'avais un PEA aujourd'hui, je mettrais ça dans mon PEA. En tout cas, j'essaierai de trouver un point d'entrée dessus parce qu'on est entre les deux, quoi. Donc, on est sur une entreprise qui va déjà redonner beaucoup de ce qu'ils gagnent aux shareholders, et en plus de ça, ils ont une croissance forte. Ils réinvestissent dans l'entreprise. Donc, on a un peu le meilleur des deux mondes, et surtout, l'entreprise est bien gérée. On a des résultats et des finances qui sont très très solides. On va le voir. Donc, on est sur Atos ici, zéro dette, toujours appréciable, 105 millions de dollars de cash. Donc, ils ont du cash, ils n'ont pas de dette. Ils versent un petit dividende. Vous voyez, on a un payout ratio qui est très élevé, donc ce qui est bien, ce qui peut être aussi un risque. Si jamais on a des résultats un petit peu plus faibles, voilà, faudrait pas qu'ils coupent le dividende ou quoi, c'est jamais des bons signaux pour les investisseurs.
On a des marges très très confortables, 25% quasiment, même plus que 25%. Des revenus en très forte croissance, des cash flows en très forte croissance, earning per share qui explose. Je vous l'ai dit, dividende donc qui est pas forcément en constante augmentation, mais un dividende qui est bien présent et qui est assez généreux, hein. Vous voyez à droite là, return on capital, c'est en croissance quasi année après année. Et ici, la métrique que j'adore, le return on capital employed, ROIC, qui est à 74%, ce qui est juste gigantesque. Ce qui est juste gigantesque. Et de ce fait, on a une valuation qui est beaucoup plus élevée que les autres. Vous voyez qu'on est à 28,5. Donc là, si on était aux US, on se dirait, bon, bah, c'est pas si cher que ça, parce qu'on a quand même une très belle entreprise, beaucoup de cash, c'est voilà, c'est un peu l'entreprise tech parfaite. On pourrait même la comparer presque à des US, sauf que là, on est sur une market cap un peu ridicule par rapport aux US, de même pas 2 milliards. Mais la croissance est très très bonne. Donc c'est pour ça que moi, je l'aurais probablement déjà dans mon portefeuille. Même ici, 28 de PI, c'est peut-être un petit peu élevé. Si on regarde, voilà, elle a déjà été un peu plus bas, hein. Cette année même, elle était à 26. Et si on regarde sur 5 ans, on est au plus bas. Donc là, vous l'achetez à la valuation la plus faible des 5 dernières années, quasiment. Voilà, on était à 26, là on est à 28. Pareil, hein, free cash flow yield, pareil, on est à 4%, ce qui est déjà pas mal du tout. Et price to sales, pareil, on est au moins cher. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je la trouve pas très chère. Et puis surtout, bah, les fondamentaux sont toujours là, quoi. Donc voilà, ça c'est la petite dernière. Je pense que le classement, en fait, c'est à l'envers, hein. Je pense que Atos en numéro 1, LDC numéro 2, même si j'ai dit en termes de value, c'est probablement top 1. Si vous voulez pas du tout de growth et quelque chose de beaucoup plus stable, je pense que LDC c'est numéro 1. Et ensuite OB, qui est voilà, un petit peu plus petit, un petit peu plus risqué peut-être, et qui historiquement a redonné un petit peu moins, mais très solide aussi. Je pense que vous prenez pas beaucoup de risques à l'avoir dans votre PEA. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez peut-être découvert des entreprises que vous connaissez pas, même si elles sont quand même très connues, hein. Mais c'est pas celles, voilà, c'est pas Novo Nordisk, etc. J'ai essayé de pas prendre celles qui sont évidentes. Donc voilà, je voulais vous présenter ces trois-là. Il y aura une autre vidéo sur top 3 growth. Et là, c'est des toutes petites entreprises que j'ai pris aux quatre coins de l'Europe et je pense pas que vous les connaissiez. Donc ce sera une autre vidéo différente que je sortirai probablement dans les prochains jours ou dans la semaine qui vient. Donc voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez des commentaires. Et sinon, on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo.